Bien, bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle, preview box, le début d'une grosse semaine au final, box. Il y a pas de très gros événements, dans l'absolu, il y a pas de grosses soirées Riyad Season, de grosses soirées PBC ou autres, mais il y a quelques événements, qui sont vraiment intéressantes. Il y a 2 événements, japonais enfin, ce sera plus, ouais, dimanche et lundi. Ouais, j'ai déjà enregistré les 2 previews avec, Louis Geoffrey, je vous les posterai sur le reste de la semaine. Mais le premier, le 1er combat qui personnellement m'intéresse dans ce week-end, c'est, un combat, bah, que au qui la revanche d'un combat que j'avais beaucoup aimé, en novembre dernier, William Zepeda contre Tevin Farmer, numéro 2. Alors, quels sont les enjeux de ce combat concrètement? Les enjeux de ce combat très concrètement, c'est, la place pour aller affronter, comment il s'appelle? Ah putain, Shakur Stevenson, voilà, Shakur Stevenson, champion WBC, actuel en lightweight et et en novembre de l'année dernière, donc novembre 2024, avait été mis en jeu une ceinture intérimaire au vu du fait que Stevenson s'était blessé, qu'il y avait eu des embrouilles et cetera et donc cette ceinture intérimaire avait été mise en jeu entre le mandatory WBC depuis un bon moment déjà, mine de rien, William Zepeda, qui est, à l'heure actuelle enfin non, qui était donc ce soir du 16 novembre 2024, qui était invaincu en 31 combats à 28 ans. Voilà, Southpaw dans la discussion de la division depuis assez longtemps. J'ai l'impression, en tout cas personnellement, je le découvre en juillet 2021 face à Hector Tanaraja, qui était un combat où ouais, il avait été particulièrement impressionnant. Et depuis, ben, il avait vraiment enchaîné. Son année 2022 était très, très belle où il avait enchaîné et j'avais fait les 2 combats en live d'ailleurs, heu, René Alvarado et Joseph Jojo Diaz qui était vraiment, bah, ouais, qui était vraiment pas mal comme montée en carrière. Puis son année 2021, son année 2023 pardon, j'avais vraiment été très déçu personnellement. Il enchaîne 2 gars qui étaient vraiment, vraiment pas intéressants avant d'avoir une année 2024 assez exceptionnelle mine de rien, où il avait pris Maxi Hughes, ancien champion IBO et qui avait perdu dans un combat que beaucoup considèrent comme un vol face à George Kambosos en juillet 2023. Donc voilà, Max Hughes, c'est vraiment pas n'importe qui. Et Zepeda a roulé sur Hughes avec une facilité déconcertante. Et Hughes qui, depuis, a repris une victoire assez impressionnante face à Gary Cully. Donc il n'est pas fini non plus. Donc c'est vraiment pas. C'est vraiment une grande performance de Zepeda, plus qu'une contre-performance ou une fin de carrière pour Hughes. Donc c'est vraiment une belle victoire. Puis il enchaîne une grosse victoire en 3 rounds expéditifs très impressionnante face à Giovanni Cabrera, qui n'avait qu'une seule défaite face à Isaac Cruz dans un combat très serré en juillet 2023 là encore. Donc c'était vraiment pas n'importe qui là aussi. Donc le déglinguer en 3 rounds, c'est vraiment à noter. Et donc cette année 2024 s'était conclue par son combat face à Tevin Farmer, et Tevin Farmer qui lui non plus n'est vraiment, vraiment pas n'importe qui. Lui, et c'est un ancien champion IBF en super featherweight, et il est surtout connu pour avoir un style de combat très inspiré, très 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 inspiré de Pernell Whitaker. Et c'est pas banal, parce que les gars qui arrivent à émuler Pernell Whitaker, il y en a très peu. C'est très risqué de base, et il y en a très peu qui ont vraiment réussi à l'émuler. Et d'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a vraiment que Tevin Farmer qui a réussi, bah ouais, à proposer une boxe comme celle de, de Pernell Whitaker. C'est un combattant qui a eu un début de carrière particulièrement dur, où il avait enchaîné plusieurs défaites vraiment, vraiment très, très dures, sur ses 2 premières années de carrière en 2011. Son premier combat, il le perd par TKO au 4e round. Puis, sur ses 7 combats suivants, il en gagne 4, il fait un match nul et il en perd 2. Donc c'est pas la meilleure début de carrière possible. Puis il reconnaîtra une défaite très peu de temps après face à José Pedraza. Puis, en 2013, il connaîtra une ascension assez exceptionnelle sur la fin des années 2010 où il enchaînera les victoires. Il aura quelques stoppages, très peu, mais il en aura quelques-uns. Il s'emparera de la ceinture NABF Super Featherweight avant d'obtenir son title shot face à Kenichi Ogawa.
que malheureusement il perdra par split decision, combat qui, encore aujourd'hui fait un peu controverse au niveau de la décision. Beaucoup de voient le combat à Farmer, ils ont été très surpris de la décision en faveur de Kenichi, Ogawa. Mais le truc, bah, c'est que, Farmer aura très vite l'occasion de s'emparer de cette ceinture puisque Ogawa se fera choper par la patrouille très peu de temps après et du coup, bah, le combat sera transformé en no contest, la ceinture IBF sera de nouveau laissée vacante et sera remise en jeu entre Billy Dib, ancien champion, featherweight, ancien champion IBF featherweight, ouais, voilà et donc Tevin Farmer et cette fois Tevin Farmer livrera une performance exceptionnelle, donnera une leçon de boxe à Dib et le remportera et deviendra pour la première fois champion, ouais, champion du monde et titre qu'il défendra à 4 reprises par la suite. On peut noter, ben, sa victoire face à Francisco Fonseca qui était vraiment pas un gars facile à prendre à l'époque et face à Guillaume Prénois, qui était un gars très dominant sur la scène européenne super featherweight, et qui, ben, depuis, n'a toujours pas reconnu de défaite. Il n'a pas combattu énormément ou à un très gros niveau, mais il n'a toujours pas perdu depuis. Et voilà, deux victoires très dominantes avant de perdre son titre face à Joseph Jojo Diaz en début 2020 et d'enchaîner et d'avoir une période ben, très compliquée. Pendant très longtemps, ça aura été son dernier combat. Il enchaînera beaucoup de blessures. Ben, la période Covid, donc pas facile de base, mais il aura aussi beaucoup de blessures. Il aura plusieurs combats de retour d'annoncés, notamment face à Ryan Garcia, mais qui ne se feront pas, avant d'enfin pouvoir faire son retour en 2023 et de réenchaîner 3 victoires consécutives qui lui donneront ouais, l'occasion de reconcourir pour la ceinture NABF Lightweight en juillet 2024 face à Raymond Muratalla. Combat qu'il perdra par décision unanime, mais au terme d'un combat vraiment, vraiment très compliqué à scorer et très compliqué pour Muratalla qui a beaucoup de mal à trouver la solution. Bon, je pense que Muratalla l'emporte quand même de très peu parce qu'il est plus actif au global, mais et qu'aussi il a un knockdown, je crois, ou non, non c'est pas un knockdown, pardon, c'est un point de pénalité du côté de Farmer au 8e round. Donc voilà, il l'emporte, mais c'était vraiment pas facile. Et du coup, suite à ça, il obtient quand même une chance pour la ceinture intérimaire de WBC face à William Zepeda. Et ce combat sera assez génial. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont vraiment 2 oppositions de style comme c'est très compliqué d'en faire aujourd'hui. D'un côté, on a William Zepeda qui, en fait, en apparence est la caricature du boxeur mexicain, mais qui dans les faits ne l'est pas tant que ça. C'est un gars qui a une pression et un volume très, 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 très impressionnant. Ouais, qui a un cardio de fou furieux, voilà, ouais, qui apporte beaucoup d'armes dans la tradition des boxeurs mexicains. La première nuance, c'est que c'est un Southpaw. Il y a assez peu de Mexicains au global qui sont des Southpaws et qui ont réussi à bien performer au haut niveau, en tout cas avec le style mexicain. Et surtout, c'est un gars qui a des fondamentaux très, très, très solides, que ce soit en termes défensifs. Sa défense n'est pas exceptionnelle, mais bon, il se prend beaucoup de coups, mais c'est normal. Quand tu es un gars qui bosse tout le temps en pression, qui est tout le temps dans l'inside game, etc., tu te prends des coups. C'est obligé. C'est pas. Voilà, ouais, là de tête, je suis incapable de citer un gars qui, dans l'inside game, prenait très peu de coups. Même un Julio César Chavez, même un Roberto Duran, qui étaient des génies défensifs, surtout Roberto Duran, se prenait des coups. C'est la contrepartie d'être un pressure fighter. C'est obligé de prendre des coups. Donc, voilà. Mais en termes de défense, il a une garde franchement efficace. Il a des mouvements de tête vraiment pas mal. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, voilà, défensivement, c'est pas mal. Et offensivement, c'est assez génial. Il a un excellent jab. J'adore le jab de William Zepé Daki. S'adapte très bien, aussi bien à la garde ouverte qu'à la garde fermée. C'est un gars qui est très à l'aise dans les deux gardes. C'est assez rare pour un Southpaw donc pour être notifié. Et c'est un gars qui, en termes de fondamentaux, de mécanique de frappe, est très, très, très beau. Et ouais, il a une mécanique de frappe très aboutie. C'est un gars qui a un travail au corps exceptionnel, incroyable. Et du coup, bah, ça en fait un gars que je qualifierais pas de dangereux, mais que je qualifierais de quelqu'un de très, 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 très dur à prendre au global. Et il est opposé à. Est-ce qu'on peut dire génie de la boxe? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un talent pur et un talent technique vraiment, vraiment exceptionnel. C'est un coup d'œil exceptionnel, une réactivité exceptionnelle, un déplacement, une vitesse exceptionnelle. Et voilà, techniquement, j'ai dit, c'est un ersatz. Enfin, il se veut comme étant un ersatz de Pernell Whitaker.
et il y arrive vraiment bien. C'est un gars qui a peu de stoppage, qui est pas un très bon finisseur, mais on sent qu'il a du punch quand même et ça se voit surtout depuis son arrivée en lightweight. Depuis son arrivée en lightweight, on sent qu'il a beaucoup plus de puissance qu'il n'en avait en super featherweight et que sa mécanique de frappe, c'est beaucoup à ouais et que ouais, non et que sa mécanique de mouvement même de manière générale, c'est vraiment ajusté à la prise de poids, à la prise d'âge et du coup, il a beaucoup plus de punch qu'il n'en avait auparavant. Et du coup, comme j'ai rapidement évoqué, ça a donné un combat au global assez exceptionnel. Alors, c'est un combat qui aura fait un peu discuter sur la décision au global. Donc, comme je l'avais fait pour Beterbiev Bivol, j'ai repris des notes sur chacun des rounds pour revoir enfin, sur la plupart des rounds pour noter, bah ouais, pour noter alors, ce combat. Alors, attendez. Ouais, non, c'est bon, là, je suis qu'au quatrième round. Bref. Et donc, sur le premier round, le premier round commence de façon assez calme. C'est un round d'observation, ça se voit. C'est un combat qui commence sur un duel de jab, dominé par Farmer, mais équilibré. On sent que Zepeda donne vraiment son change à Farmer sur le terrain du jab, ce qui est vraiment pas facile parce que Farmer fait un excellentissime jab. Alors Farmer, il est quasiment tout le temps sur son pied arrière. Ouais, oui, ouais, tout le temps sur son pied arrière. Il recule, mais il y a pas un déplacement virevoltant. Il flotte pas comme un papillon. Mais voilà, il est tout le temps sur son pied arrière, il recule et il prend la distance. Un truc qui fait énormément, c'est qu'il nargue constamment. Il fait tout dès qu'il y a la moindre action de Zepeda, enfin et même la moindre action tout court, à chaque fois, l'action se termine par un farmer qui fait ouais, il fait tout le temps ce petit mouvement, peut-être pour dire: «Ouais, qu'est-ce que tu fais?» Tout le temps. Que ce soit quand il prend un coup ou quand il envoie un coup, il fait tout le temps il donne tout le temps cette réaction et à chaque fois, et je pense que c'est vraiment pour rentrer dans la tête à Zepeda. Ça me paraît assez évident. Hem, ah putain, qu'est-ce que je voulais dire moi? Oui, donc et aussi du côté de Farmer, à chaque fois que Zepeda commence à casser la distance, il clinch. Dès que Zepeda arrive à un peu casser la distance, à se rapprocher au corps à corps, ça clinch et ça attend que l'arbitre sépare et voilà et il utilise énormément son crochet gauche en contre, son check hook. De l'autre côté, on a Zepeda qui applique ses gammes, qui met la pression, qui travaille derrière son jab pour construire ses combinaisons. Il a une très bonne gauche, en première intention à un moment du combat vers 1 minute et un gros crochet, en non, c'est un peu avant, je sais plus à quel, ouais, non, je sais plus à quel timer exactement, mais voilà, il y a une très bonne gauche en première intention qui touche et un très gros crochet, gauche qui touche aux alentours de 1 minute dans un gros échange et qui et voilà, Zepeda gagne ce très gros échange et au final sur ce premier round, donc voilà, niveau, significant strike, ça va clairement enfin non, ah non, en fait non, pardon. Niveau, significant strike, c'est assez équilibré et je trouve qu'en termes de nombre de significant strike, je trouve que Farmer a un léger avantage. Donc sur ce terrain-là, je donnerais ce critère à Farmer. Sur le terrain de l'effective aggressiveness, je pense quand même que Zepeda est largement au-dessus avec ses 2 gros momentum, du round. Ring general chip, on voit directement que c'est Zepeda qui prend le pas au niveau de son ring general chip et la défense, ce sera le cas quasiment tout le long du combat. C'est Farmer qui prend vraiment l'avantage sur ce terrain-là. Ce qui donne au global un round qui, selon moi, va à Zepeda. Pas forcément de beaucoup, c'est un round disputé, équilibré, mais pour moi, ce round va plutôt bien à Zepeda. Et 2e round qui commence de façon un peu plus, brusque, enfin non, pas brusque, mais ouais, de façon plus intense. Dès le début, c'est un round plus intense. Encore une fois, sa gauche en première intention fonctionne vraiment bien. Farmer, c'est un gars qui était surtout très efficace en garde ouverte. En garde fermée, c'était un peu plus compliqué au global. Enfin, je dis ça, mais c'était surtout le cas face à Jojo Diaz. Face à Guillaume Frénois, c'est une de ses plus belles c'est peut-être sa plus belle performance. Mais voilà, mais voilà, la gauche en première intention de non, en plus, oh non, en plus, je vous dis des conneries, c'est Farmer qui met cette gauche en première intention. Donc voilà, 2e round vraiment, qui commence très fort, pour Farmer qui passe une magnifique gauche en première intention, qui prend le centre du ring, qui cherche à combiner, a prend le début enfin, qui commence à amorcer un travail au corps qui sera le cas tout le long du combat.
et qui, niveau défensif, accompagne beaucoup les coups de Zepeda. Cela dit, Zepeda, il y a beaucoup de volume. Il arrive très vite à instaurer ses combinaisons, il arrive très vite à instaurer son travail au corps. Son jab est très efficace, il est très, très bon. Farmer garde un léger avantage au niveau du jab, mais vraiment pas gros. Zepeda a un excellent jab et ce sera le cas tout le long du combat et ses combinaisons font mouche, touchent assez clairement. C'est un combat qui est très, enfin, c'est un round assez serré, mais selon moi, Zepeda prend le pas sur quasiment tout, ouais, sur la plupart des critères. Significant strike, il prend le pas. Effective aggressiveness, il prend un petit peu le pas, surtout sur la dernière minute où il touche bien Farmer. Ring General Chip, c'est toujours le cas pour, enfin, c'est toujours Zepeda qui prend la marge, enfin, quasiment tout le long du combat. Et defense, bah, sur ce critère, je donnerais un peu nul. Ouais, les deux ont une très bonne défense au global, mais sont quand même touchés. Ce qui fait qu'au global, ça donne, malgré un très bon momentum de Farmer en début de round, ça donne un round qui pour moi va à Zepeda. Le troisième, on sent directement, ce sera un point important un petit peu après. Farmer veut setup son overhand left. Enfin, il essaie vraiment de setup à son overhand left. Chacune de ces actions sont construites de façon à construire une grosse overhand de sa gauche. Euh, ouais, attends. Il alterne beaucoup les combinaisons corps-face. Ouais, ouais, il alterne beaucoup plus. Dès qu'il combine, il met tout le temps une co- deux, trois coups au corps, deux, trois coups au visage. C'est comme ça qu'il construit ses combinaisons. Il a une énorme séquence qui lui donne assez clairement le round à 15-20 secondes du round. Il a une très très grosse séquence qui est particulièrement décisive, avec notamment des uppercuts très impressionnants. Et il met un peu plus la pression, il reste un peu plus au centre du ring, il cherche un peu plus à mettre Zepeda sous pression. Et, et de son côté, Zepeda, sa pression est nettement moins efficace et de manière générale, il est moins efficace dans tous les domaines. Ce qui fait que, à la fin de ce troisième round, voilà, là vraiment, Farmer prend le pas sur quasiment tous les éléments. Significant Strike, c'est clairement pour lui. Effective Aggressiveness, très clairement pour lui. Defense, c'est très clairement pour lui. Et Ring General Chip, égalité. Voilà, Ring General Chip, quand même, Zepeda a bien tenu le coup, a bien tenu à la pression de Farmer. Donc, voilà, ce troisième round va, selon moi, à Farmer sans trop de contestation possible. Quatrième round. Et quatrième round qui sera particulièrement explosif parce que à environ une minute de la fin du round, enfin non, pardon, à environ 2 minutes de la fin du round, Farmer a un bon momentum sur ce début de round, mais Zepeda commence à, à, à prendre le pas. Sauf qu'à un moment, il s'expose trop sur une action et Farmer te sort un pull counter majestueux qui prend Zepeda sur le menton et qui envoie Zepeda au sol. Et je crois même que c'est le premier knockdown en carrière de William Zepeda. Et ça, c'est pas banal. Ça, vraiment, 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 c'est pas banal parce que Zepeda, c'est un gars solide. C'est vraiment, vraiment un gars très, très, très solide. Et donc, ouais, et donc sur la suite du round, il y a plusieurs grosses séquences Farmer continue d'avoir de plusieurs très grosses séquences et momentum avec notamment un double croc. Et non, avant même le knockdown, il y avait eu un combo uppercut crochet gauche particulièrement impressionnant vers 2 minutes 30. Et la fin du round sera quand même bien à l'avantage de Farmer de ce que, ouais, au global. Même si Zepeda se maintient. Et ses combinaisons, il arrive quand même à ressortir quelques combinaisons. Il récupère très vite du knockdown, alors que le knockdown est quand même assez brutal enfin, non, il est quand même assez global. Pardon. Est quand même assez brutal, mais il récupère assez vite. Il est beaucoup sur le pied arrière sur ce round-là quand même. Farmer essaie vraiment de le mettre sous pression. Et il a quand même quelques bonnes. Ouais, il a quand même quelques bonnes séquences et il est quand même assez précis. Et cela dit, il faut aussi quand même dire qu'il est pas mal sur son pied arrière. Sur son pied arrière, c'est pas flamboyant, mais c'est vraiment pas mal. Et voilà, et du coup, ce quatrième round est vraiment, enfin, est largement à l'avantage de Farmer.
sans contestation. 5e round, ouais, 5e round, Zepeda cherche à ne pas, prolonger le momentum de Farmer. Il arrive beaucoup mieux à casser la distance par rapport au début de combat. Son travail au corps prend vraiment en efficacité, notamment sur 5e round, il touche Farmer avec des séquences de body shot vraiment, vraiment puissantes, vraiment impactantes, qui font vraiment mal à Farmer. Et de son côté, Farmer réplique en combinant beaucoup, en envoyant beaucoup d'uppercuts, notamment sur ce enfin, il utilise énormément d'uppercuts en fin de combinaison. Il a beaucoup de, ouais, il a beaucoup de bonnes séquences, notamment avec des body shots. Cela dit, la fin du round est vrai enfin, la globalité du round est plutôt pour Farmer. En termes de significant strike, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est de l'égalité selon moi. Effective aggressiveness, je le donne quand même un peu plus à Farmer. Ring General Chip, Zepeda. Defense, Farmer, classique. Le round, pour moi, va un peu plus à Farmer. Cela dit, la fin du round, la dernière minute du round est particulièrement dure pour Farmer. Ouais, est vraiment très, très, très dur pour Farmer. Et ça amorce en fait le changement le changement de dynamique qui va particulièrement être prégnante au 6e round où, Farmer cherche vraiment à réitérer son knockdown, du 4e round. Il bosse beaucoup, beaucoup sur sa gauche, c'est devenu vraiment son money shot. Il a moins de volume que sur les rounds précédents. Il cherche beaucoup plus le toe-to-toe, le pied contre pied, le corps à corps, le front contre front et cetera. Et de son côté, Zepeda, bon, bah, avec un Farmer qui reste beaucoup plus à mi-distance, c'est du pain béni pour lui. Il a plusieurs grosses séquences, il a un très, très gros volume et son body work est particulièrement douloureux. On voit vraiment que Farmer a mal sur les corps et c'est assez impressionnant. Et ce 7e round est vraiment, vraiment à l'avantage de Zepeda, que ce soit sur le terrain du significant strike, effective aggressiveness, ring general chip, c'est vraiment à son avantage. Et même la défense, c'est pas son avantage, mais Farmer a pas une aussi grosse marge. Donc sur le terrain de la défense, comme sur le au 2e round, pour moi c'est une égalité sur ce domaine. Et du coup, 2e round, vraiment à l'avantage de Zepeda. Et le momentum va se poursuivre avec un 7e round où Zepeda est beaucoup plus être gestionnaire, va un peu plus être sur son pied arrière de ce que si je me souviens bien. Il a vraiment une gestion du rythme assez impressionnante, c'est un des premiers rounds où il va vraiment briller par sa défense. Sa défense sur ce round-là est vraiment, vraiment pas mal, et notamment sur sa garde. Ouais, et sur ce round-là, on sent vraiment que Farmer est très fatigué. On sent vraiment qu'il y a eu un tournant sur le 6e et 7e et sur le 5e et 6e, il y a eu un tournant, il y a eu une bascule très impressionnante. Il est moins rapide aussi, ça se ressent et du coup, il est moins impactant parce que ses grosses frappes étaient impressionnantes et étaient électriques par sa vitesse. Mais maintenant qu'il a plus la vitesse, enfin qu'il a moins de vitesse, c'est beaucoup moins le cas, mais il essaye quand même. Sur ce round-là, il va essayer vraiment de mettre beaucoup plus Zepeda sous pression et il va beaucoup le travailler au corps. Ce sera pas efficace. Ce 7e round pour moi va vraiment à l'avantage de Zepeda et ce sur les ah non, en plus je vous dis attends, qu'est-ce que oui, non et là et ce sur ouais, sur 3 des 4 critères. Significant strike pour moi c'est égalité cette fois. Effective aggressiveness clairement du côté de Zepeda. Range generalship largement du côté de Zepeda et même du côté de la défense. Zepeda fait un très très beau taf, donc ce round-là va largement à l'avantage de Zepeda. Et à partir de là, ça, on va avoir un peu sur les 3 derniers rounds vont être assez répétitifs. 8e round, Zepeda reste sur sa ligne, ça bouge pas trop. Voilà, il y a pas vraiment d'ajustement. Farmer sur ce 8e round va beaucoup plus essayer de se déplacer et essaye de se révolter à bien des égards, mais ça fonctionne pas plus que ça. Et bon, il arrive quand même à plus toucher au global que Farmer, ouais, Significant Strike va un peu plus du côté, de Farmer. Mais Effective Aggressiveness, c'est pour Zepeda. Ring General Chip, c'est pour Zepeda. Defense, c'est pour Zepeda. 8e round, encore une fois, assez nettement du côté de Zepeda. Et 9e round, on sent que Farmer a plus aucune solution. Il a plus aucune solution technique, il a plus aucune solution tactique et voilà, il subit beaucoup plus le rythme du combat. Et Zepeda gère très, très bien son énergie, notamment sur son pied arrière.
où, où, où voilà, il y a quelques séquences où Farmer essaye d'aller un peu à la guerre, mais Zepeda reste pas au corps à corps et désengage pour rester à mi-distance, en fait. Son but, c'est vraiment de rester à mi-distance. C'est là où il sent qu'il est très efficace et c'est là où Farmer, il n'arrive pas à accrocher, il n'arrive pas à aussi bien capitaliser que Zepeda sur une phase à mi-distance. Là où, à courte distance, Farmer aurait plus de place pour s'accrocher et éventuellement travailler au clinch. Et ce 9e round, clairement, c'est un des meilleurs rounds de Zepeda. Sur ce round-là, il prend tout. Significant strike, effective aggressiveness, range general chip, defense, il prend tout. Et enfin, dernier round, voilà, les deux restent sur leur même ligne. Ils savent que c'est le dernier round, donc il faut tout donner. Et ils jettent leur dernière force dans la bataille d'une façon assez impressionnante. Et au final, ça donne un round franchement serré. Le significant strike va plutôt du côté de Zepeda. Effective aggressiveness, j'ai pas les timers des grosses séquences, mais Farmer a de très très bonnes séquences et pour moi il prend le terrain de l'effective aggressiveness. Ring General Chip, c'est du côté de Zepeda et Defense, c'est égalité. En gros, voilà, pour moi, il y a pas un qui prend vraiment la marge au niveau de l'égalité. Et du coup, ben, ce round va à Farmer et pardon, va à Zepeda et du coup, ben, pour moi, ouais, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la split. Je pense que le knockdown a beaucoup joué dans la perception, du combat, mais pour moi, quand on joue le scoring, ben, voilà, Farmer enchaîne 3 rounds très significatifs avec un, avec un knockdown, mais au final, ben, de mon côté, ben, alors, j'ai oublié de faire le calcul justement de ma scorecard, donc je vais le faire, maintenant. Donc de mon côté, tac, 2 premiers rounds Zepeda. C'est bien ça. Ouais, 2 premiers rounds Zepeda. Tac, 3, enfin 3-4 knockdown tac. La 5 aussi à Farmer. Et du coup, là, les 4 derniers, enfin les 5 derniers. Hop, hop, ouais, ben. Ah, je revérifie les notes pour être sûr de pas. Ouais, bah au final, je pense, ouais, moi personnellement, j'ai une carte bien plus large que les juges. Alors je sais qu'il y a eu quelques petits débats, pas virulents, ça n'a pas été better visual, mais ouais, il me semble qu'il y avait eu quelques débats autour de cette décision, mais pour moi Zepeda prend clairement le round, mais le knockdown fait que il n'a pas paru aussi franc, enfin aussi dominant que ne l'a été Farmer, notamment en début de combat, où même si en termes de scoring, je pense pas qu'ils prennent enfin, je pense pas que Farmer prenne tous les rounds. En termes d'attitude, Farmer a vraiment une grosse attitude et du coup, je pense que ça impacte. Je pense que ça impacte la perception du combat, mais avec un peu de recul, je pense qu'on peut pas trop remettre en question la victoire de Zepeda. Mais du coup, bah, que peuvent faire ces deux hommes? Enfin, que peuvent faire qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme ajustement? Alors d'un côté, Zepeda, il y a pas grand-chose à faire pour moi. Il y a un point que j'ai noté qui pourrait vraiment, être à faire et je suis même pas sûr, c'est renforcer sa garde en début de combat. Pourquoi? Parce qu'à partir du 6e round, il a vraiment une très bonne garde, une très bonne responsabilité défensive. Mais le truc, c'est qu'elle vient un peu tard et du coup, ça lui coûte un knockdown et ça lui coûte un round très large, on va dire. Mais du coup, enfin, mais en fait, est-ce que ce knockdown et cette apparente mauvaise défense est due à une moins bonne défense de Zepeda ou à une excellente qualité ouais, à une excellente qualité pugistique de Farmer qui s'est amoindrie au fur et à mesure que la fatigue prenait le pas? Ouais, et en dehors de ça, je vois pas ce que Zepeda peut faire de plus avec ses armes. Pour moi, il avait vraiment le game plan parfait, mais il a mis un peu de temps à le mettre en place. Donc je pense pas que c'était, je pense pas que Zepeda ait vraiment d'ajustements à faire. Et du côté de Farmer, il y en a 2 ou 3, mais qui sont minimes. C'est chercher le finish. Pour moi, Farmer ne peut pas battre Zepeda sur la durée. Zepeda a un trop bon travail au corps, il est trop durable pour ça. Donc pour moi, Farmer doit chercher le finish dans les 6 premiers rounds, d'autant que ça va être un combat encore plus long que le 1er combat. La revanche va se dérouler en 12 rounds et ben, voilà, qu'est-ce que peut faire Farmer à part chercher le finish et prendre le maximum de rounds dans les 6 premiers, éventuellement scorer un ou 2 knockdowns
dans les 6 premiers et du coup, prendre suffisamment de points d'avance en début de combat et pas se faire finir ou se prendre de knockdown ou se prendre des 18 sans knockdown dans les derniers rounds pour gagner le combat, je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Donc voilà, chercher le finish dans les 2 premiers rounds, beaucoup plus s'exposer dans les premiers rounds, beaucoup plus envoyer de coups, beaucoup plus, mettre du volume dans les premiers rounds et surtout capitaliser à fond sur les moments forts. Il y a eu quelques moments forts dans le premier combat où il avait son moment fort, mais il capitalisait pas assez dessus. Ouais, il ne capitalisait pas assez dessus et du coup, ça rendait les rounds assez serrés au final. Et au final et pour finir, je pense que le travailler au clinch, ça peut être très pertinent du côté de Farmer. On sent que Farmer est plus à l'aise au clinch que les Zepeda. Zepeda est à l'aise est à l'aise au corps à corps, mais pas vraiment au clinch. Au moment où il s'accroche, où il cherche les hook, etc. Il est pas très à l'aise et je pense que Farmer aurait avantage à travailler avec des coups au clinch. Voilà. Mais j'avoue que là, je vois pas trop ce que les 2 peuvent faire comme ajustement par rapport à leur style respectif, à leurs armes, respectives. Je pense que les 2 ont vraiment bien donné, ouais, ont vraiment donné le maximum de ce qu'ils pouvaient sur le début de combat. Donc, qu'est-ce qu'ils pourront faire de plus? C'est une vraie question. Et du coup, ben, pour passer à la partie, pronostic, ben, déjà petit point, cote de Paris et là, pour le coup, je suis assez choqué, mais en même temps, c'est cohérent. William Zepeda sur Unibet, je ne sais pas ce qu'il en est des cotes de Paris international, mais William Zepeda est favori à 1,10 et Farmer underdog à 5. 5 bordel de merde, c'est gargantuesque. Et pour le coup, je trouve quand même que c'est un peu un disrespect. 80-20 sur ce combat, ça me paraît vraiment, vraiment beaucoup trop. Pour moi, ouais, pour moi, malgré tout, je pense que Zepeda a un chemin de victoire qui peut vraiment appliquer à pas mal de reprises, mais plus que du 75-35, ça me paraît vraiment beaucoup trop. Pour moi, ce combat-là devrait être du 70-30. D'autant que, bah, en fait, moi, il y a une question que je me pose, c'est qui avantage les 12 rounds? Parce que d'un côté, Farmer a l'habitude des 12 rounds, il a aucun souci à le faire. Et notamment dans sa gestion de son énergie. De son côté, Zepeda, il n'en a pas fait 50. Il n'en a fait qu'un seul face à Jojo Diaz. Ça commence à dater, mine de rien, ouais, ça commence à dater, mine de rien, que son combat face à Jojo Diaz. Et autant je l'avais pas trouvé inquiétant face à Jojo Diaz dans sa gestion de l'énergie, etc. Mais cela dit, ce qui peut être un peu inquiétant, c'est que son 10e round face à Farmer était clairement pas son plus dominant. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen pour Farmer d'aller chercher des derniers rounds d'aller chercher les derniers rounds et du coup, ce qui pourrait complètement revirer les cartes parce que, admettons, dans un monde parallèle où ce combat est un 12 rounds et Farmer prend les 2 premiers rounds, aux yeux des juges, ouais, aux yeux de tous les juges, ça aurait été une victoire. Ça aurait été une victoire pour lui. Donc, est-ce qu'il aurait donc ouais, il devrait avoir intérêt, enfin, ouais, est-ce qu'il peut pas avoir intérêt à un combat en 12 rounds? Mais de l'autre côté, Farmer est apparu fort dans les derniers rounds parce que dans le dernier round parce que les 8e et 9e, Farmer faisait vraiment plus grand chose. Donc au final et il encaissait plus qu'autre chose. Même s'il essayait, il encaissait plus qu'autre chose. Là où dans le 10e round, il s'est vraiment révolté. Et d'autre part, Zepeda, est-ce que justement sa résilience lui permettrait pas de maintenir les derniers rounds de la même façon de la même façon qu'il a maintenu le cap sur les 10 rounds? C'est un petit point d'interrogation, mais pour moi, je pense pas que ça changera diamétralement la version du combat qu'on aura. Et du coup, pronostic du cœur, honnêtement, c'est kiff-kiff. J'adore, enfin, ouais, non, léger, enfin, quand même avantage Zepeda parce que je préfère Zepeda à Tevin Farmer. Mais cela dit, pour le choc pugilistique, ça pourrait être une purge, on va être honnête, mais un Tevin Farmer contre un Shakur Stevenson, moi je dis pourquoi pas. Il y a de fortes chances que ce serait une purge, mais c'est un combat qui m'intéresserait personnellement. Et de l'autre côté, William Zepeda, je pense que c'est un des gars qui peut faire le meilleur combat en termes de spectacle face à Shakur Stevenson. Donc, un Zepeda contre Stevenson, moi j'achète tout de suite. Et, voilà. Et stylistiquement, je préfère Zepeda. J'ai plus d'affection pour Zepeda que pour Farmer. Donc, voilà, personnellement, je souhaite une victoire de Zepeda. Ce qui me plairait le plus, ce serait un stoppage de Zepeda dans le 11e round. Voilà, parce que malgré tout, bon, ouais, non, mais je l'ai déjà dit. Donc, voilà, ce qui me plairait le plus, ce serait un stoppage de Zepeda pour clairement
pour clairement conclure ce petit duel. Et le prono du cœur ira quand même pour une décision. Je pense quand même que Farmer a suffisamment de caisse et d'expérience et de qualité dans sa gestion d'énergie et de résilience pour tenir 12 rounds. Mais cela dit, je pense que la physionomie de combat sera assez différente, sera assez similaire au premier combat, avec un début de combat très serré, un Farmer qui sera très efficace, sauf qu'il va se faire rattraper par le travail au corps de Zepeda. Et en fait, le truc, c'est que je pourrais dire dans les ajustements pour Farmer, travaille sa défense au corps. Sauf concrètement, là, je vois pas ce qu'il veut faire de plus dans sa défense au corps pour bloquer plus de coups parce que sa garde était très efficace au corps. Mais le truc, c'est que la précision de Zepeda au corps est très impressionnante. Et le truc, c'est qu'il arrivait à passer par-delà enfin, à travers la garde de Farmer et a quand même envoyé ses body shots très, très, très puissants. Mais voilà, je pense quand même que Farmer aura la caisse pour tenir, aura la caisse et le mental pour tenir les 5 rounds. Et ouais, et je vois pas non plus Zepeda suffisamment entamé ou et enfin, je vois entamé dans les derniers rounds pour que Farmer réussisse à retourner la situation dans les derniers rounds et avoir un second souffle suffisamment décisif pour prendre le round. Enfin, pour prendre les derniers rounds et possiblement renverser les cartes. Donc personnellement, mon pronostic final sera une victoire de William Zepeda, pas décision unanime. Voilà. Et voilà, je serais assez confiant vis-à-vis de ce pronostic. Et juste avant de conclure, j'aimerais juste faire un point sur la carte. J'étais très surpris en la voyant là, pendant que je discutais avec Luc Geoffrey pendant qu'on faisait nos vidéos. J'étais très surpris, de revoir la carte parce que d'un côté, on a, Oscar Colado qui va défendre ses titres. Pas face à un gars intéressant, mais c'est toujours très plaisant de voir Oscar Colado, de le voir faire sa première défense de titre. Moi, je suis très content de le voir. C'est pas face à un gars intéressant du tout, mais voilà. Il y a Oscar Colado, donc on est content. Et surtout, moi, il y a un match-up qui m'intéresse énormément. C'est Yokasta Valley qui monte de division, et de 2 divisions même, pour aller prendre Marlène Esparza. Donc Yokasta Valley, je pense que vous la connaissez pour son combat face à Senaisa Estrada de l'année dernière qu'elle a perdu. Depuis, en strawweight, important à noter, depuis, elle a récupéré la ceinture vacante de WBC parce que Senaisa Estrada a pris sa retraite. Et là, elle monte de 2 divisions pour affronter Marlène Spartak, que personnellement j'adore, enfin que personnellement j'aime beaucoup. Je me souviens encore parfaitement de son combat face à Ibet Zamora Silva. Je sais même plus dans quelle soirée c'était. Ah, c'était la Reine Monguia contre Camille Sremeta. Et moi, j'avais adoré le combat qui m'a. Et voilà. Et aussi la soirée de Melik Kouziev contre Gabriel Rosado. Et c'était le combat que j'avais vu en direct. C'était le premier combat de la carte que j'avais vu. Et j'avais adoré ce combat. Bah, avec une Esparza qui tombe un peu connement au premier round sur une grosse erreur et Silva qui met une énorme droite. Et Esparza qui revient, enfin qui se relève et qui revient et qui au final donne une leçon de boxe à Silva et qui au final ressort de ce combat vainqueur par décision unanime et qui devient championne. Ensuite, une très belle défense de titre face à Annabelle Ortiz qui a une leçon de boxe. Un très gros combat pour initier WBC, WBA face à Naoko Fujioka. Puis une belle défense toujours en 2022 face à Eva Guzman, que j'avais beaucoup aimé, un combat que j'avais beaucoup aimé. Puis une unification de titre dans un très beau duel face à Gabriela Celeste. Et donc, non, elle perd le deuxième combat en ayant foiré le poids en flyweight. Et du coup, moi, je suis surpris qu'au final, elle reste en flyweight. J'espère qu'elle va quand même réussir à tenir le poids. Elle est actuellement classée sur BoxRec numéro 2 de sa division. Et j'ai pas regardé ce ring. Ah putain, et donc, et sur The Ring, elle est classée, ouais, bah, elle aussi numéro 2. C'est pas la enfin, c'est pas la ch c'est donc chez The Ring, le classement compte Gabriela Fondora en championne, Gabriela Celeste en numéro 1 et Marlene Esparza numéro 2. Donc du coup, ça ferait une entrée assez tonitruante pour Yokasta Valley. Et voilà, moi, c'est un combat qui m'intéresse entre la pressure fighter très technique qui est Yokasta Valley et la pure boxeuse du pied arrière qui est Marlène Sparta. C'est une opposition qui m'intéresse énormément. J'aime beaucoup les deux boxeuses.
Donc voilà, c'est un combat qui m'intéresse et que je vous encouragerais à voir. Je sais pas si je ferai un live, je sais pas, c'est à voir. Peut-être que oui, enfin ouais, j'espère que je pourrai le faire en live. Je sais pas ce qu'il y a. Bah, il y aura aussi l'UFC avec, Brandon Moreno, contre, Steve Erceg. Donc voilà, je sais ouais, je sais pas lequel des 2 je ferai en live, j'espère que je pourrai faire les 2. Ouais, on peut toujours rêver. Mais voilà. Mais voilà, j'essaierai de faire le live et donc en tout cas, ben, jusque là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement et ben, voilà si le contenu de la chaîne YouTube vous plaît, l'abonnement et allez follow la chaîne Twitch pour être tenu au courant des prochains lives de Classics. Mais en tout cas, ben, jusque là, moi, je vous dis à très bientôt et salut!